T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré le fait que tu aies une organisation de manière générale plutôt acceptable, tes sujets meurent quand même en engraissement? Tu es là et soudain, un beau matin, tu enregistres une perte. Rien de bien grave, hein? Ou bien, c'est des trucs qui arrivent. Seulement que, très rapidement, plusieurs sujets deviennent léthargiques, la consommation alimentaire baisse et le taux de mortalité vit rapidement au drame. Tu en perds beaucoup, quoi. Souvent, le méchant dans l'histoire, c'est une diarrhée qu'on n'a pas vu venir, qu'on a sous-estimée. On essaie après de comprendre, de nommer le mal pour y adapter un bon traitement, mais là encore, on se mélange un peu. Et la suite, c'est un cauchemar. Comprendre ce qui se passe et réagir assez tôt quand on se retrouve dans ce genre de situation, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Joshua et sur cette chaîne, je partage avec toi mes expériences, mes connaissances et si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. D'abord, il faut comprendre que quand on parle de diarrhée chez le lapin en général, il peut y avoir différentes causes. On ne parle pas d'un seul problème, on parle plutôt d'un symptôme qui peut cacher plusieurs causes différentes. Pour la même observation qui est faite au niveau des sujets, à quelques différences près, on a différentes causes qui n'impliquent pas forcément les mêmes traitements. Et c'est justement là que les difficultés commencent par naître. Parlons des facteurs qui induisent ces causes-là. On parlera sans doute dans un premier temps du stress lié au sevrage par exemple. C'est ce qui est le plus courant quand on ne fait pas bien les choses. On parlera du facteur aliment, c'est un gros point et bien sûr on parlera des causes infectieuses en elles-mêmes. Il faut savoir que quand le lapero il quitte le nid et passe à une alimentation solide, exclusive, il traverse une période où il est très fragile. Son système digestif est très fragile. À ceci s'ajoute le fait qu'il subit un changement d'environnement. C'est une source de stress pour lui qui le fragilise davantage. Et tout cet ensemble le rend très sensible aux infections digestives. Dès qu'il y a un truc qui ne marche pas dans l'environnement, comme un manque d'hygiène, un médicament qui n'est pas adapté à cette période, un système d'eau qui n'est pas propre, qui n'est pas bien entretenu, qui facilite la prolifération de certaines bactéries, le sujet il chope une infection. Il en meurt, puisqu'il est fragile. Et dans ce cas, il peut choper quoi comme infection? Vu qu'on parle de diarrhée, il peut nous faire de la coccidiose, il peut nous faire de la colibacillose, une entérotocémie, une entérocolite, une entéropathie, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est des trucs qui entraînent une diarrhée. Seulement que, quand tu prends une coccidiose ou une colibacillose par exemple, des trucs qui sont courants chez le lapin et qui prêtent souvent à confusion, les deux ne répondent pas au même traitement. C'est deux affections différentes. On ne les traite pas avec le même principe actif. C'est vrai que certains médicaments ont vraiment un large spectre d'intervention, mais là encore, c'est un autre débat. La première difficulté de l'éleveur lorsqu'il est face à des crottes qui deviennent molles, puis pâteuses, le lapin qui arrête de manger, qui s'affaiblit, l'excrète du mucus, il est ballonné, c'est de pouvoir reconnaître concrètement de quoi souffre le sujet et appliquer le bon traitement en conséquence. C'est pourquoi il faut vraiment connaître son élevage, être très observateur et suivre chaque changement. C'est ça qui va te permettre de poser la bonne hypothèse dès les premiers instants. En même temps, il y a une vérité. Ce n'est pas possible de différencier une colibacillose d'une coccidiose simplement par la présence de mucus dans les selles ou juste en s'appuyant sur d'autres symptômes qui sont très similaires. Quand on parle de syndrome diarrhéique chez le lapin, cette confusion elle est très grave. Elle peut avoir un impact très négatif sur la résolution du problème puisqu'elle te met dans le doute et le flou de l'action à mener. En plus, et plus tu mets de temps à réagir, plus le problème s'aggrave. À moins d'être un véritable expert dans le domaine et de se baser sur des cas concrets déjà rencontrés, la seule façon d'identifier clairement et de nommer ce qui se passe sans jouer au pseudo-vétérinaire, c'est d'obtenir un diagnostic précis en passant par une analyse en laboratoire, chose qui ne nous est pas forcément accessible. Sans quoi, on est plus dans de la spéculation qu'autre chose. Il aurait été bien qu'on ait de pareils dispositifs, mais bon. Tu vas me demander, alors, faut-il attendre une analyse en laboratoire pour commencer par soigner mes sujets? Non, ce n'est même pas réaliste dans notre contexte. Mais je voulais néanmoins attirer ton attention sur tout ça. Voici plutôt ce que je vais te conseiller. Sache qu'un sujet qui fait une diarrhée
c'est qu'il subit un déséquilibre au niveau de sa flore intestinale. On va en reparler un peu plus loin. Un déséquilibre parce qu'un élément nocif est rentré dans le jeu. Et quand il fait de la diarrhée, il faut savoir aussi qu'il perd beaucoup d'eau. Il se déshydrate. Une des premières actions à mener quand tu te retrouves dans ce genre de situation, et ce très tôt, c'est de l'aider à rééquilibrer sa flore intestinale en lui proposant de la fibre, du foin par exemple. Pas du fourrage, du foin. Faut ensuite essayer de l'aider à se réhydrater en lui proposant une solution d'électrolyte. C'est un peu comme quand on donne de l'Oracel aux enfants quand ils font de la diarrhée. C'est le même principe. Mais là, je ne dis pas de donner de l'Oracel aux lapins. Ce n'est pas ce qui est indiqué. Il y a bien d'autres solutions d'électrolytes qui leur sont plus adaptées. Parfois, on utilise aussi du charbon de bois. Il y a pas mal d'astuces à ce niveau. Mais il faut savoir que toutes ces actions, aussi utiles soient-elles, ont leurs limites. Elles ne détruisent pas réellement les agents infectieux. Elles ne font pas vraiment baisser leur nombre. Les coccidies qui se sont multipliés en trop grande quantité pour nous donner une coccidiose, E. coli, l'agent responsable de la colibacillose, ne sont pas vraiment stoppés dans leur multiplication, si tant est que nous sommes face à ce genre d'infection, ce qui est récurrent d'ailleurs. Pour le reste, si tu as un vétérinaire qui connaît vraiment ton élevage, laisse-le te proposer un traitement. Il est plus apte pour dire ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas vétérinaire, donc je m'abstiens de parler de médicaments comme ça au grand public. Surtout qu'on parle d'un problème tellement vaste qu'il serait trop prétentieux de juste commencer par donner le nom de certains médicaments sans avoir pris connaissance de la chronologie du problème. C'est dans ce sens aussi qu'il est bon d'avoir une bonne prophylaxie qui tombe dans des périodes bien précises pour limiter l'action de certaines bactéries. Maintenant, je vais te parler d'un truc qui va beaucoup te surprendre. C'est maintenant qu'on va mettre le gang gang gang, ce qu'on voit souvent dans les films là. Au début, on parlait de mortalité qu'on n'arrivait pas à contenir. C'est bien ça. Tu appliques les recommandations de ton vétérinaire, tu achètes un premier médicament, ça ne marche pas, tu en achètes un autre, toujours rien. On te propose encore un autre truc, la mortalité persiste toujours, tu es désespéré, tu prends tout ce qu'on te propose. Seulement que tout ça, ça participe encore au déséquilibre de la flore intestinale de tes sujets. On garde ça entre guillemets. Tu t'es déjà demandé si le problème pouvait venir de ton aliment? Je ne te parle pas d'une simple accusation. Il y a un vrai raisonnement derrière. Je t'explique. Quand on prend un aliment destiné aux laperons en engraissement, il ne se doit pas d'être trop pauvre en fibres, ni trop riche en protéines. Il y a un équilibre à respecter. Sinon, les sujets ne vont pas bien digérer. Et quand on n'a pas une bonne digestion, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans un cercle vicieux. Le premier mal d'un aliment qui est mal digéré, c'est d'entraîner une fermentation au niveau du système digestif. Ça va favoriser la multiplication de mauvaises bactéries. C'est des trucs qui vivent déjà dans le milieu digestif. C'est les mauvaises bactéries là. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Mais quand tout va bien, on les retrouve en petit nombre, ce qui ne représente pas forcément un danger pour l'animal. À partir de là, les sujets n'auront plus d'accès de sécotrophie. La sécotrophie, c'est quand le lapin, il mange ses crottes, littéralement quoi, mais pas toutes les crottes. Il y a une partie spécialement produite par le sécom qu'il réinjecte directement au niveau de son anus pour récupérer des éléments précieux comme de la vitamine, des protéines, des bactéries qui nourrissent sa flore intestinale. C'est tout ça qui lui permet de vraiment conduire une bonne digestion. C'est un comportement qui est naturel chez lui et ça lui est indispensable pour vraiment assurer une bonne digestion. Quand la sécotrophie s'arrête, la fibre et la flore intestinale se déséquilibrent très vite. Et c'est là que les diarrhées prennent souvent très rapidement de l'ampleur. Quand on a un aliment qui est mal équilibré, qui ne contient pas les bonnes proportions d'ingrédients ou tout simplement qui ne correspond pas à la phase de croissance dans laquelle se trouve l'animal, ça peut entraîner de sérieux problèmes. Lorsque l'aliment contient trop de maïs, par exemple, lorsqu'il est trop riche en amidons ou en glucides, une fois consommé, cet excès d'amidons arrive en grande quantité dans le sécom, au lieu d'être digéré en temps normal dans l'intestin grêle. Et là, il commence par fermenter un peu trop rapidement, ce qui provoque une production excessive de gaz. C'est ce qui entraîne le ballonnement là. Pour l'animal, ça devient douloureux et c'est l'une des raisons pour lesquelles il va commencer par refuser de manger. Les mauvaises bactéries vont maintenant commencer par
se nourrit de cet excès d'amidon, ce qui va leur permettre de se multiplier très rapidement. Et quand je dis ça, de quelles bactéries ou parasites on parle-t-on? On a les myrias, qui multipliés va nous donner une coccidiose. On a l'Escherichia coli ou amicalement E. coli, qui multiplié va nous donner une colibacillose. On a le Clostridium, qui multiplié va nous donner une entérotocémie. Donc tu vois, toutes ces bactéries ou parasites, ils vivent déjà naturellement dans le système digestif de l'animal. Tu peux avoir un épisode sévère de colibacillose dans ton bâtiment sans que la contamination ne soit venue de l'extérieur. Tu peux me croire. Mais juste parce qu'un déséquilibre digestif est intervenu à cause de l'aliment utilisé. Le résultat de la prolifération de ces agents pathogènes, c'est la muqueuse intestinale qui se voit attaquée. Ils commencent par produire beaucoup de toxines, les agents pathogènes, et ils détruisent les villosités. Les villosités, ce sont ces trucs-là qui nous permettent d'absorber les nutriments après la digestion. On voit ça souvent en classe de 3e. Et ils assurent le transfert de ces nutriments-là maintenant vers le sang. Donc en gros, tu manges, mais ton corps ne puise plus d'éléments nutritifs. Cela revient carrément à ne plus manger. C'est ce qui entraîne le ralentissement de croissance et l'amaigrissement qu'on observe. Quand la paroi de l'intestin est abîmée, elle commence pas à se défendre et libère du mucus. C'est ça la substance gluante qui accompagne souvent les crottes et qui colle souvent au fond de la cage. C'est pas un truc qui est spécifique à un seul agent pathogène. Parfois, certains soutiennent que c'est seulement dans le cas d'une coccidiose qu'on peut observer cela. Ce n'est pas vrai. Plusieurs parasites ou bactéries peuvent entraîner cela. Donc, tu l'auras compris, tu peux avoir une infection qui se déclenche malgré une hygiène extérieure plutôt bonne. Tu appliques des médicaments pour corriger, mais le mal ne s'arrête pas. Tu te dis que tu es peut-être face à une grande contamination, ce qui peut être bien le cas. La colibacillose, par exemple, c'est un truc qui est très polluant. Il se propage très rapidement. Tu fais une désinfection du bâtiment, du matériel, mais juste après, le mal continue de se propager. Tu enregistres toujours des mortalités et la diarrhée continue. Tout ça à cause d'un facteur extérieur que tu ne contrôles même pas, l'aliment. Dans ce genre de cas, l'action des médicaments reste limitée. Ils tuent les agents pathogènes, mais ne corrigent pas la cause principale du déséquilibre de la flore intestinale. Et du coup, le sécom, lui, il reste dans un état favorable permanent à la multiplication des mauvaises bactéries. C'est pourquoi quand on a ce genre de problème qui persiste, au-delà des interventions médicamenteuses et d'hygiène, il faut jeter un coup d'œil à l'aliment. Pensez à le changer. Bien que je sache que c'est difficile dans nos conditions parce que le choix sur le terrain reste très limité. Des lapins avec une faible croissance, une dépendance permanente aux médicaments, une diarrhée qui ne prend presque jamais fin. Pose des questions à ton aliment. On va conclure. Et j'espère que tout ça, c'était pas trop ennuyeux. Quand tu te retrouves face à une diarrhée, pense à réagir très vite. Reste tempéré dans le diagnostic final. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe, fais-toi accompagner dans le traitement. Quand elle persiste et te fait enregistrer beaucoup de mortalité pendant que tu t'emploies à faire ton maximum, jette souvent un coup d'œil sur l'aliment. Maintiens tes règles d'hygiène, fais intervenir du foin. Tu peux même le garder en complément alimentaire permanent à distribuer après la ration alimentaire. Garde souvent une bonne prophylaxie. On dit souvent que traiter un lapin malade, c'est plus coûteux que de prévenir une maladie chez lui. Maîtrise ton élevage, sois beaucoup observateur. Dès qu'il y a un changement, réagis en même temps. Certains disent qu'on n'a pas besoin de trop de médicaments pour faire un élevage. C'est vrai, je le leur concède. Mais dans une certaine limite, quand tu fais un élevage rentable et que tu as 300 têtes en engraissement par exemple, tu ne peux pas te permettre de toujours attendre un cas déclaré avant de commencer par réagir. Parfois, c'est déjà trop tard. Le mal est déjà fait. Plus tu montes en densité, plus il faut que tu prennes des précautions. Parce qu'il y a aussi certaines pathologies que tu ne découvres qu'avec la densité. Un petit éleveur ne les rencontrera pas, ou pas dans les mêmes proportions. C'est très difficile de perdre des sujets. Je sais de quoi on parle. Donc, prends tes dispositions et fais les bons choix. Bref, c'était moi. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre, dis-le moi en commentaire, partage ton expérience et surtout, abonne-toi.
Ça va beaucoup me faire plaisir. Je le rappelle, le but de la chaîne, c'est de partager avec toi ce que moi je fais réellement sans pour autant te le présenter comme la seule vérité. Merci d'être resté jusque-là. À la prochaine pour encore beaucoup plus de contenu. Allez, salut.